Merci beaucoup, Olivier. Merci, Maud, de nous rejoindre aujourd'hui. Alors, l'objectif, c'était de vous proposer une petite interview sur aujourd'hui le rôle de la femme et de la parité dans le domaine de l'informatique et de l'IT, au sens plus général, IT, système d'information. Maud est aujourd'hui, je la laisserai se présenter après, mais pour l'introduire, elle est directrice des systèmes d'information au sein du groupe Suez, qui est un groupe très important et qui, du coup, a d'énormes besoins en informatique et en SI et qui aujourd'hui va témoigner un petit peu de son histoire et de comment est-ce qu'elle a, j'allais dire grimpé, mais comment est-ce qu'elle a brisé euh, la vitre pour passer toutes les étapes et arriver à ce statut. Bonjour Maud, ravi de vous accueillir. Bonjour, bonjour à tous. Écoutez, je vous propose de vous laisser vous présenter, de nous raconter un petit peu comment vous avez commencé dans le domaine de l'informatique, de l'IT, et comment vous avez pu grimper jusqu'au poste que vous occupez aujourd'hui. Oui, avec plaisir. Donc, déjà, j'ai 58 ans. J'ai trois enfants, une fille de 32 ans, un garçon de 20 ans qui fait d'ailleurs de l'informatique et une autre fille de 18 ans qui est en train de passer son bac. Je suis cadre dirigeant chez Suez et j'étais avant aussi cadre dirigeant chez Engie. Donc, je suis cadre dirigeant depuis une douzaine d'années. Alors, je suis arrivée dans l'informatique un peu par hasard, à vrai dire, puisque j'étais plutôt vouée depuis que j'étais toute petite. Je voulais être prof de maths. Et donc, ça fait quand même maintenant 30 et quelques années que je travaille. Donc, à l'époque, pour être prof de maths, on faisait un doc de maths. Et puis, à l'époque aussi, quand j'ai commencé mon doc de maths, on a touché un peu à l'informatique. Et mes profs ont trouvé que j'avais un peu des impétences là-dedans. En plus, une fille aussi à l'époque, donc ils m'ont un petit peu poussée. Et puis pour des raisons personnelles, j'ai voulu aller à Grenoble, accompagner quelqu'un qui m'était très cher en fin de vie. Et du coup, j'ai choisi de faire une IAGE. Voilà. Et donc, j'ai un parcours d'abord de développeur, ensuite de chef de projet en société de service. Et puis après, j'ai été embauchée par EDF. Et là, j'ai pris des responsabilités de chef de programme, de directeur de programme, et puis ainsi de suite, jusqu'à maintenant être DSI depuis 7 ans maintenant au sein de Suez. Comment avez-vous pu avoir ce goût pour passer de professeur de mathématiques à l'informatique? Qu'est-ce qui vous a vraiment plu entre la passerelle entre les deux? Alors, ce qui m'a plu, bon, déjà, l'informatique, c'est quand même assez logique. Donc, bon, comme les maths, ça allait aussi, je trouvais ça intéressant. Ce qui m'a plu aussi, c'est que c'était assez, à l'époque, hein, je vous parle de ça en 84, hein, 82, 84, donc c'était aussi novateur, ces métiers de l'informatique. Et puis, pour une fille encore plus. Et moi, je trouvais sympa voilà, d'aller dans un domaine que je ne connaissais pas vraiment, qui était plutôt porteur. Et d'ailleurs, j'ai plutôt bien fait, puisqu'à la sortie de ma MIAGE, j'ai pu choisir mon job. Je pense que c'est ce qui réarrive maintenant pour, pour des étudiants comme vous qui faites de l'informatique. Je crois que vous n'aurez pas de problème pour trouver un job. Et à l'époque, c'était le cas. Et voilà, c'était très porteur. Donc voilà, c'est pour ça que j'y suis allée. En fait, honnêtement, sans trop me poser de questions, à vrai dire. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, le master MIAGE, c'est Master des méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises. C'est le master phare de l'informatique depuis une vingtaine d'années dans les universités françaises. Aujourd'hui, la formation que vous suivez est un équivalent, hein, puisque vous suivez au sein de l'ESTIA, mais nous vous formons à l'informatique appliquée au domaine de l'entreprise. Donc, c'est un équivalent. Ce n'est pas un diplôme d'ingénieur, mais c'est un grade de master équivalent. Et du coup, comment est-ce qu'à l'université, vous avez appris, vous avez travaillé en étant une femme au sein d'une faculté qui est quand même assez masculine. Comment c'était à l'époque? euh, À l'époque, ma fille me dit ça, comment c'était à ton époque? Ça ne me rajeunit pas, mais on était dans l'amphi, enfin, on était très très peu de filles. Enfin, les filles se comptaient
je ne sais pas, mais il se comptait sur les deux mains, à mon avis. Hein, mais ça ne m'a jamais gênée parce que bon, je suis peut-être d'un tempérament aussi où finalement je m'entends plus avec les garçons qu'avec les filles. Donc, ça m'a ça m'a pas gênée et ça m'a permis, et je pense que c'est aussi un point qui m'a suivi toute ma carrière, en fait, ça permet de se démarquer un petit peu, de se faire remarquer, pas au sens, tiens, voilà, on est sur les réseaux sociaux, on se fait remarquer, parce qu'évidemment, à cette époque-là, ça n'existe pas. Mais une fille dans le monde de l'informatique comme moi j'ai été, ou une cadre dirigeant comme je suis aujourd'hui, et ben en fait, on se fait remarquer. Alors, ça a des avantages et des inconvénients, puisque se faire remarquer, ben, on a intérêt à être plutôt bon. Mais en se faisant remarquer, ben aussi, on peut passer des idées, on peut influencer, on peut pousser, on peut tirer, on peut donner un avis. Et j'aimais bien ce côté, et j'aime toujours d'ailleurs, ce côté un peu exception dans le grand tout, quoi. Voilà. Aujourd'hui, je suis cadre dirigeant chez Suez. Je pense on est 100, maintenant, doit être 140 ou 150 cadres dirigeants. On est peut-être 15 femmes. Hein. Donc, il y a encore du chemin à faire, mais et ça m'a toujours intéressé de jouer un petit peu la carte un peu différente. Et justement, quand vous êtes rentré dans le secteur professionnel et que vous avez dû faire vos armes pour rentrer dans le domaine et ensuite pour évoluer, qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Est-ce que le fait d'être une femme et d'être différente, justement, ça a été quelque chose de différenciant sur des choix de métier, sur des choix de technologie? Alors, alors moi, j'ai plutôt pris une voie assez généraliste dans l'informatique, puisque j'étais assez vite chef de projet et après directeur de programme. Donc, plutôt la voie, certes technologique, mais enfin, en fait, pas une voie d'infrastructure, pas une voie de développement de logiciels, mais plutôt l'usage finalement de ces logiciels. Donc, j'ai pris une voie qui était tournée plutôt côté métier finalement, hein, le chef de projet qui comprend les besoins. Enfin, bon, vous savez tous ce que c'est qu'un chef de projet. Et alors, ça m'a, en préparant notre entretien, là, finalement, j'ai résumé ça en 4 temps dans ma vie professionnelle. Et je peux illustrer ça avec quelques anecdotes pour vous montrer les avantages et les inconvénients. Quand j'avais 26-27 ans, j'étais directrice d'un grand projet chez EDF en tant que prestataire externe et finalement dans les assurances et la direction des assurances d'EDF. Et c'est à ce moment-là, comme assez classiquement, sûrement vous allez le vivre quand vous êtes en ESN, quand le projet est terminé, si les gens s'en vont, il n'y a plus de compétences dans l'entreprise. Donc, on m'a proposé de m'embaucher, j'avais 26 ans. Et à la fin du programme, on m'a demandé de faire une communication sur ce programme avec l'équipe communication. Et le patron de la com m'a dit, tiens Maud, demain donc, tu vas être interviewée, s'il te plaît, viens en jupe. Voilà. Alors, il y a longtemps de ça, hein, j'avais 26 ans, j'en ai 58, vous voyez, il y a plus de 30 ans. C'est quelque chose qu'on n'accepterait plus du tout, mais c'était le côté une fille, c'est en jupe. Bon, j'ai refusé, hein, je lui ai expliqué que je n'avais pas fait l'application avec ce qui était sous la jupe, mais plutôt avec ma tête. Et donc, bon, finalement, l'interview s'est très bien passée, j'étais en pantalon, mais voilà, donc à 26 ans, j'ai vécu des choses comme ça. J'ai vécu aussi une réunion avec mon patron où faites que d'hommes, où je devais présenter le programme en question et les hommes sont rentrés dans la salle, ont dit bonjour à mon patron et pas à moi. Parce qu'à l'époque, vous n'avez pas connu ça, tout ce qui est autour du call, mais on avait un rétroprojecteur, on dessinait les slides et on les mettait sur le rétroprojecteur pour le projeter. Et comme j'étais en train d'installer mon matériel, en fait, ils m'ont pris pour l'assistante du patron. Et quand mon patron a pris la parole en disant voilà, c'est Maud qui va vous expliquer le programme, là, j'ai eu quelques regards de poisson rouge. Ah mince, et à la fin, tout le monde est venu me dire au revoir madame, au revoir madame, au revoir madame. Voilà.
Donc j'ai vécu ça, mais bon, voilà, c'était maintenant, enfin, j'en riais déjà à l'époque, alors j'en ris encore plus aujourd'hui. Je pense on revivrait plus ça, je pense que ça se referait plus, mais ça m'a conforté à l'époque pour dire, mais voilà, enfin, j'ai ma place et je vais vous montrer que j'ai ma place, mais au lieu de le montrer de manière verbale ou agressive, ben, j'ai fait. Voilà. Et j'ai pris plutôt le chemin de dire, ben, je vais dire ce que je fais, puis je vais faire ce que je dis. Et c'est toujours quelque chose qui me suit encore aujourd'hui. Je reste sur cette lignée-là et je pense qu'en tant que femme, c'est un bon moyen voilà, d'asseoir sa position, ses convictions et puis pas la ramener plus que les autres, mais de faire. Et justement, quand vous avez commencé à vous affirmer, à travailler cette posture professionnelle, qu'est-ce qui vous a envie de monter en compétence, j'allais peut-être pas forcément de devenir cadre, parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus les mêmes standards qu'il y a 20 ou 30 ans, mais la fameuse crise des cadres dans les années 70, aujourd'hui, c'est plus le même statut. Et qu'est-ce qui vous a donné goût, envie, qu'est-ce qui vous a fait changer justement de poste très opérationnel à des postes de management et de top management? Ben, c'est déjà, enfin, au-delà de mon envie, c'est aussi que l'entreprise me l'a proposé. Donc, je pense aussi que c'est important moi, je ne suis pas quelqu'un qui a tracé sa carrière ouais, sur Excel, disant à 30 ans je ferai ça, à 40 je ferai ça, à 50 je ferai ça. J'ai surtout, comme je vous le disais, prouvé en fait ma valeur et j'ai eu la chance. Et vraiment, c'est vrai aussi, pas mal de chance de rencontrer des patrons et d'avoir des patrons qui ont reconnu cette valeur et m'ont proposé bah, des challenges pour bah, manager une équipe. À 30 ans, je commençais à manager une équipe. Et puis ensuite, à changer de domaine. Hein. J'ai quitté l'informatique et je suis passée dans l'assurance. J'ai monté le système. Comme j'avais fait le programme d'informatisation de toutes les assurances d'EDF et de Gaz de France, après, je suis passée de l'autre côté du miroir et j'ai monté l'équipe qui a géré les assurances de Gaz de France. Et puis, je suis revenue quand même à l'informatique. Mais oui, en fait, c'est aussi finalement une rencontre avec des patrons et des patronnes, mais plus de patrons finalement, et pour qui le sujet d'être une femme n'en était absolument pas un. Je peux vous donner l'exemple que quand j'ai fait mon premier enfant, je venais justement juste d'être embauchée chez EDF, je signe mon contrat et quelques mois après, quelques semaines après, j'apprends que je suis enceinte. J'étais hyper angoissée pour aller expliquer à mon patron qu'il venait de m'embaucher, mais en fait, voilà, j'allais partir quelques semaines. Et en fait, cet homme m'a dit, c'est super, quelle année pour vous? Vous avez signé un contrat chez nous, vous êtes maman, c'est la belle vie. Quoi. Voilà. Donc, c'est aussi des rencontres de personnes finalement. Et j'ai eu la chance de rencontrer des patrons qui m'ont fait confiance et qui m'ont fait progresser. Et je n'ai pas eu peur aussi de prendre des risques et de rentrer de prendre des postes où j'étais peut-être pas complètement sereine pour rentrer dans le costume, mais j'y suis rentrée et puis à force, j'ai épaissi jusqu'à ces postes-là de cadre dirigeant. Et du coup, aujourd'hui, lorsque vous rencontrez de jeunes hommes ou de jeunes femmes qui veulent rentrer dans le secteur de l'IT et ont des volontés de se spécialiser pour être expert métier ou pour devenir au contraire moins des experts, mais plus des managers, des encadrants de projets, qu'est-ce que vous leur conseillez pour grandir, pour évoluer professionnellement? C'est quoi les stratégies, les meilleures manières d'y arriver? Déjà, alors, moi, déjà, dans mes équipes, j'ai à peu près plus de 30% de femmes. J'ai une équipe à peu près de 430 personnes.
et j'ai 30% de femmes, donc ça, je suis assez contente de ça. Eh bien, déjà, ce que je dis à ces femmes, mais même d'ailleurs, je dis un peu la même chose aux garçons, hein, en fait, euh, en fait, c'est prouver votre valeur. Voilà, prouver votre valeur à votre niveau. Ne cherchez pas à surjouer votre genre, que ce soit féminin, masculin. Mais pour une fille, voilà, prouver votre valeur, utiliser votre féminité. Moi, j'ai beaucoup utilisé ma féminité. Enfin, quand on est dans une réunion, et je suis encore souvent, là, j'étais juste avant de passer sur notre rencontre, j'étais dans une réunion où il y avait et 2 femmes et 15 hommes. Voilà, bah, jouez-en, quoi. Enfin, moi, j'en joue beaucoup. C'est c'est par des sourires, c'est par être. En fait, une femme, elle est beaucoup plus naturelle qu'un homme. Donc, je trouve que c'est quelque chose qu'on doit mettre en avant. On doit rester naturel. On a la chance, en tant que femme, de pouvoir s'habiller un peu plus, un peu comme on a envie. Alors, ça va mieux de ce côté-là. Vos générations simplifient un petit peu tout ça, mais moi, je suis d'une génération où les mecs, ils sont en costard bleu ou noir avec une chemise bleue, quoi. Hein, voilà. Bon, vos générations masquent un petit peu tout ça. Mais quand même, il y a plus de couleurs pour une fille, il y a plus de choix, je trouve. Donc, euh, je dis à mes collègues, à mes collaboratrices, eh bien, mais profitez de ça. Voilà, on a cette chance-là, bah, profitez-en. Mais il ne faut pas surjouer. Voilà, faut rester soi-même. Et puis, eh bien, de la force aussi d'être soi-même et de prouver sa valeur, ben, on fait sa place, en fait. Et il n'y a aucune raison qu'on n'ait pas une place voilà, comme les hommes. Et je suis assez enfin, sûre, mais que dans le métier de l'informatique comme dans d'autres, quoi, je suis assez sereine là-dessus. En fait, c'est aux femmes aussi à prendre leur place. C'est-à-dire ça aussi, c'est un message fort que je passe à mes collègues femmes ou à mes filles, hein, d'ailleurs, parce que j'ai voilà, j'ai aussi 2 filles, donc c'est de leur dire, c'est pas, enfin, ne vous excusez pas d'être une femme, quoi. Voilà, ne vous excusez pas d'être une femme, ne vous excusez pas de pas être un homme, voilà, vous excusez de rien en fait, et puis ben, vous êtes là avec votre genre, votre façon d'être. Je pense qu'une femme est plus cool aussi dans les échanges. Donc, voilà, vous n'excusez pas d'être comme ça. Voilà, soyez, mais prouvez votre valeur. Comme peut-être qu'encore dans notre monde d'aujourd'hui, et peut-être encore dans l'informatique, comme il y a beaucoup d'hommes encore, peut-être qu'une femme doit encore plus prouver sa valeur. Ça, je le reconnais. Mais il faut être actrice de ça, il ne faut pas être fataliste. Il ne faut pas surjouer, faut être soi-même. Vous pensez que justement l'évolution des générations, puis aussi les mutations de la société, permettent aujourd'hui de faire les choses différemment, peut-être de sortir un peu de certaines formes de management, un peu qu'on considère aujourd'hui comme qualificatif de paternaliste, qu'on a aussi d'autres modes d'organisation. Est-ce que les femmes aussi impulsent d'autres changements humains pour sortir des sociétés que l'on dit patriarcales, pour revenir à des sociétés matriarcales qui étaient dominées par des femmes dans certaines cultures? Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, justement pour des femmes qui arrivent à des très hauts postes comme le vôtre? Vous pensez qu'il y a des changements moraux, philosophiques, qui sont impulsés aussi par qui nous sommes? Ah ouais. Alors moi, je suis sûre de ça. Et alors, il faudrait plutôt demander à mes collaborateurs qu'à moi-même. Et moi, je revendique ça, c'est-à-dire une manager femme. Je pense qu'on a on a un côté maman aussi. Hein, faut pas, voilà, on a un côté bienveillance, je pense, qui est plus développé. Et moi, enfin, voilà, je manage comme ça. Et du coup, d'ailleurs, je vois que je recrute des hommes qui ont un peu ce côté-là aussi. Voilà, je me rends compte que mes collègues et collaborateurs très proches
ont cette fibre féminine, si je peux m'exprimer ainsi, sur la bienveillance, sur le droit à l'erreur, tout en étant évidemment exigeant, hein, parce que rien n'empêche l'exigence, bien au contraire. On me dit assez exigeante, donc ça, voilà, mais le droit à l'erreur, la bienveillance, l'écoute, l'attention à la vie aussi, équilibre vie privée, vie personnelle, vie privée, vie professionnelle, parce que ben, moi, en tant que femme avec 3 enfants, en plus 3 enfants que j'ai eu, ma dernière, elle a 18 ans, hein, donc la dernière, j'ai eu à 40 ans, en pleine expansion de ma carrière, hein, 40 ans. Ça m'a, voilà, j'ai dû vivre ça et ça m'a aussi demandé des choix, hein, et des arbitrages. Même un jour, une fois, ma fille m'avait dit, elle avait 4-5 ans, elle m'a dit, mais tu sais, maman, si tu continues de ne pas être là, je vais t'appeler madame. Bon, ben, ça fait un petit peu réfléchir. Et donc, je conseille aussi aux femmes et aux jeunes femmes que je recrute et qui travaillent avec moi et qui vont être mamans ou pas d'ailleurs, mais d'équilibrer leur vie. Et du coup, en tant que manager femme, je pense que j'y fais plus attention. Et du coup, j'y fais attention pour les hommes aussi. C'est-à-dire que quand un de mes collègues me dit, voilà, ben, il y en a un, il vient d'être papa, il me dit, bon, ben, je m'en vais 3 semaines, et ben, youpi, voilà, attends 3 semaines, c'est chouette. Et puis là, envoie-nous des photos de ton bébé, quoi. Voilà, je pense que ça amène un manager femme, je pense que ça amène une certaine quiétude, une certaine, enfin, quelque chose de plus cool, aussi comme vous disiez, avec un management peut-être moins pyramidal, plus à déléguer les responsabilités, parce que je crois aussi qu'une femme, mes collègues femmes que je vois arriver à des niveaux comme les miens, alors surtout à mon âge, en plus, j'ai plus grand-chose à prouver, quoi, hein, voilà. Donc, je suis plutôt dans la transmission maintenant. J'ai toujours d'ailleurs été dans la transmission, mais encore plus maintenant. Et cette transmission de l'équilibre de la vie privée, vie professionnelle, de faire ce qu'on dit et dire ce qu'on fait, nous, on ne s'excuse pas d'être là, ce que j'ai tout à l'heure, de dire les choses directement. Je pense que les femmes, on tourne moins autour du pot, quoi. Ça sort plus, parce qu'on n'a pas le temps, hein. On a 2-3 vies en même temps qu'une, hein. Au boulot, on pense soit à manger le soir, voilà, on pense à plein de choses. En tant que femme, c'est comme ça, on est faite comme ça. Alors on dit, hein, un homme, il peut faire 2 choses à la fois, une femme, elle peut faire plein de choses à la fois. Donc, ça nous sert, en fait. Ça peut vraiment nous servir. Et moi, je pousse mes collaboratrices à travailler ces aspects-là. Et du coup, on va profiter de votre grande expérience. Qu'est-ce qui, en plus de ces évolutions, pardon, dans le domaine de l'IT, quels sont les grands changements que vous avez observés, notamment dans la gestion des systèmes d'information? Qu'est-ce que dans les grandes entreprises, quelles sont leurs nouvelles stratégies, aussi bien en termes de besoins humains, aussi en termes d'enjeux technologiques? Qu'est-ce qu'aujourd'hui votre pôle et qu'est-ce que votre rôle représente au sein d'une très grande entreprise comme Suez? Alors, ce qui a, je pense, changé, alors, moi, j'ai toujours travaillé dans des grands groupes. Donc, j'ai peut-être aussi, enfin, j'ai une image peut-être un petit peu faussée parce que je pense que c'est un tout petit peu différent dans les groupes de taille un petit peu moyenne, mais petite. Mais dans les grands groupes, l'informatique, jusqu'à pas si longtemps que ça, finalement, c'était une intendance. C'était un mal nécessaire. Voilà. Donc, les métiers pensaient des tas de trucs et puis venaient voir l'informatique, disaient, oh, tiens, vous pouvez me faire ça. Voilà. Je pense qu'avec les méthodes agiles, avec la technologie qui rentre maintenant de plus en plus dans l'entreprise, enfin, nous, on digitalise, enfin, même un chauffeur de camion poubelle, hein, Suez, bon, pour tout le monde, je vais peut-être leur dire, hein, ça traite de l'eau, ça distribue de l'eau, ça assainit l'eau et ça ramasse des camions poubelles, hein, et puis ça traite les déchets, ça les revalorise. Ben, le chauffeur de camion poubelle, il a un smartphone avec je fais le tour de mon camion et s'il y a des trucs qui ne vont pas, je le mets sur mon téléphone, je fais signer le bon d'intervention dans les entreprises pour aller chercher les bennes en digitalisation. Donc,
on a vu une digitalisation des processus qui s'est accélérée là, je dirais, en 15 ans. C'est incroyable. Et maintenant, le SI est un partenaire, c'est-à-dire que mes équipes, moi, sur les 400 personnes quasiment, oui, un petit peu 400 que j'ai, j'en ai peut-être au moins un tiers qui sont des business analystes, en fait, qui sont proches du business et qui connaissent les processus métiers et qui travaillent avec eux sur leurs besoins. On n'est plus à la cinquième roue du carrosse. On est à la stratégie de l'entreprise. Et ça, j'ai vu évoluer ça de manière assez importante dans les 15 dernières années. Et je trouve que c'est... et du coup, après, en effet, il y a les rôles du X qui sont, du coup, évidemment, qui sont au cœur de tout ça. Il y a les rôles de data scientist ou de data engineer qui prennent aussi, qui travaillent à côté des métiers, qui expliquent et qui décodent les données. En fait, on a fini d'être des professeurs maboulettes, avec les cheveux comme ça, et puis que personne ne comprend ce qu'on raconte, quoi. Par contre, ça nous oblige, et c'est ce que je dis à mes collègues, surtout jeunes, qui arrivent du monde de la techno et qui sont parfois un peu geeks, voilà, qui aiment ça, et ça, c'est un conseil que je peux vous donner, c'est traduisez votre technologie et votre expertise en langage compréhensible du commun des mortels. Parce que je pense aussi que ça, c'est un effort que nous, informaticiens, on a fait vis-à-vis de l'entreprise. C'est qu'on a arrêté de faire croire qu'il y avait que nous qui savions faire et que c'était tellement compliqué qu'ils ne pourraient jamais comprendre. Et quand on veut faire valider, voilà, moi je porte des projets de 30 millions, 40 millions, 50 millions, 60 millions, voilà, des millions d'euros, pour avoir un go sur des sommes pareilles, évidemment, vous serez d'accord avec moi, il faut juste que celui qui a le portefeuille financier comprenne ce que je lui raconte. Et donc, ça nous a obligés, informaticiens, à nous rendre compréhensibles et à cacher un peu notre expertise technologique, nos mots, nos gros mots, là, qu'on est les seuls à comprendre. On est obligé de rendre ça compréhensible pour qu'on obtienne de la confiance, en fait, du métier et du management de l'entreprise pour faire nos projets. Et ça, c'est vraiment un conseil que je vous donne, c'est parler simplement. Voilà. Et ce n'est pas parce que vous parlerez compliqué qu'on vous prendra plus intelligent. Au contraire, vous allez faire peur, en fait. Donc, parlez simplement, gardez toute votre expertise et ressortez-la de manière simple et vous allez voir comment vous prendrez, vous attacherez la confiance de vos clients si vous êtes en ESN ou la confiance de vos commanditaires si vous êtes dans une boîte, parce qu'ils vont vous comprendre, en fait. Et ça, j'ai vu très, très fort cette évolution dernièrement. Et quels sont pour vous les grands enjeux, justement, de demain pour la gouvernance des SI, pour les développements de nouveaux projets, les nouvelles technologies émergentes aussi, qui sont prometteuses et pertinentes? C'est quoi votre analyse? Alors peut-être plus sur votre secteur, un secteur industriel, mais plus généralement aussi, c'est quoi pour vous les prochaines innovations? C'est vrai que nous, dans notre secteur, on est, quand on est un groupe comme le nôtre, alors on est plus petit maintenant parce qu'il y a une grosse partie qui a été rachetée par Veolia, mais on est 40 000 collaborateurs maintenant chez Suez. C'est vrai que on ne se jette pas dans une innovation, on ne se jette pas dans une nouvelle techno comme ça pour voir, quoi. Alors on le fait un peu pour faire des essais, pour se dire tiens, est-ce utile. Mais à chaque fois qu'on implémente une technologie, par exemple, voilà, on a 1500 camions, enfin 3500 camions qui tournent sur la France, des camions de poubelle, pour mettre de l'IoT dans les camions pour voir comment ils conduisent, pour faire de l'éco-conduite, pour
le soulever les bacs pour peser les bacs qu'il y en a. Bon, vous comprenez que c'est 3500 fois, quoi. Donc, en termes d'investissement, ça devient vite assez gros. Mais par contre, ce qu'on voit très très bien et ce qu'on utilise beaucoup, c'est l'IoT. Hein, on met de l'IoT dans beaucoup de choses. Hein. Par exemple, on met de l'IoT dans des bennes, dans les points d'apport volontaires que vous voyez dans la rue. Il y en a certains qui sont équipés de capteurs et en fait, on ne se déplace que quand le bac est à 80% plein, quoi. Avant, on tournait tout le temps. Vous voyez, donc on fait des économies de camions, de personnes, d'essence. Et donc, du coup, on accroche ça aussi, on dématérialise, donc on accroche ça, on fait du Green IT et de l'IT for Green, c'est-à-dire qu'on calcule le gain complet d'impact CO2 sur un processus, par exemple, de vidage de points d'apport volontaire. C'est un exemple. Donc, nous, l'IoT est super important pour nous. Ce qui est aussi important pour nous, qui le devient de plus en plus, mais on est encore un peu entre deux eaux, c'est tout ce qui est analyse de la donnée. Donc, les data scientists, toutes les capacités à modéliser, on y vient de plus en plus, puisque ça nous permet de faire du prédictif. Hein. Par exemple, dans les usines de traitement d'eau, il y a quand même beaucoup de machines et du coup faire du prédictif sur les casses, faire du prédictif sur ou la qualité de l'eau qui sort des usines de retraitement, du prédictif sur la quantité d'eau qu'on doit mettre dans les tuyaux pour qu'une ville, voilà, il n'y ait pas de rupture d'eau, par exemple. Tout ça, on a des modèles et en effet, on a pas mal d'informaticiens qui travaillent sur ces sujets-là. Donc l'IoT, le prédictif sont pour nous des sources importantes d'investissement parce qu'on sait que ça va nous faire gagner sur nos processus en fait. Donc c'est très lié au métier. On est vraiment les lecteurs, on est en train d'investir sur des lecteurs dans les centres de tri de déchets. Hein. Quand vous faites votre poubelle, vous mettez dans votre poubelle, et ben nous ça arrive sur des grands tapis hein, de tri, ça trie. Et on a des lecteurs optiques qui reconnaissent le plastique, qui reconnaissent. Ça fait gagner du temps. Voilà. Donc tous ces usages-là sont. En fait, c'est vraiment de l'informatique appliquée au processus de nos collègues. Donc, c'est très important. Et cette évolution de l'informatique au service des entreprises, au service des humains et des missions, comment est-ce que vous le voyez dans l'avenir? Comment est-ce que l'informatique va muter pour être encore plus dans nos vies? Parce que c'est ce qui va sûrement se passer. On va passer encore plus des capteurs de l'IoT à d'autres formes, aussi bien dans la vie personnelle que dans la vie professionnelle. Comment est-ce que vous voyez ces évolutions majeures? Là, on n'est plus dans les tendances, on est plutôt dans des projections sur 10 à 20 ans. En fait, moi, là, je me pose beaucoup de questions parce que on se pose d'ailleurs chez Suez aussi ces questions-là parce qu'on hésite entre deux mondes, en fait. On se dit, les générations qui arrivent, en effet, que vous représentez hein, en tant qu'étudiant, là, oui, vous êtes né avec un téléphone dans la main, vous êtes né, vous ne savez rien faire sans votre téléphone, moi non plus d'ailleurs, finalement, à la fin. Moi, je lis encore un bouquin papier, quoi. Je ne sais pas lire, je n'arrive pas à lire. Voilà, vous, tout ça, c'est derrière vous. Mais il y a aussi, donc il y a cette course en avant de la digitalisation, voilà, on déclare tous nos impôts maintenant quasiment sans papier, tout ça. Donc on voit qu'il y a un mouvement, on ne sait pas trop quand ça va s'arrêter. Et puis à côté de ça, on a l'économie circulaire, on a le troc entre nous pour se repasser des frigos, des canapés, des machins. On a nous-mêmes dans l'entreprise des jours zéro mail. On a vous, les jeunes générations qui pour certains avaient plutôt envie de retourner à
à élever des chèvres dans le Larzac. Donc, je suis en train de préparer un séminaire avec un CODIR, un comité de direction dans l'eau, là, et on oppose le métaverse avec les Mormons. Et on se dit finalement, il va falloir que nous, Suez, en tant qu'entreprise, donc que l'informatique réponde à ces deux mondes. Le monde où on va être tous digitalisés un peu trop à mon goût, mais bon, c'est peut-être mon âge. Et puis des gens qui vont revenir à des valeurs, il y en a marre de l'informatique, moi je vais planter mes carottes, voilà, et puis c'est tout. Moi j'ai une fille qui est comme ça, hein. J'ai une grande fille, celle qui est la plus âgée, elle a quitté tout ce monde-là, elle travaillait dans une boîte où justement il y avait pas mal d'informatique, elle est partie, elle vit au bord de la mer dans un village, et puis donc, donc en tant qu'entreprise et en tant que DSI, pour mon entreprise, eh bien, je nous trouve à la croisée des chemins. Et alors, c'est quoi les prochaines étapes pour vous? Aussi bien pour l'humain que pour la femme, la mère de famille, la chef d'entreprise. C'est quoi pour vous les pistes les plus évidentes? Alors, pour moi, à 58 ans, ma prochaine croisée des chemins, elle va me plaire parce que ça sera sûrement la dernière. Professionnel, du moins, professionnel. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, mais justement, alors, si je parle de moi, j'aspire et c'est peut-être aussi pour ça que je suis plus influencée par, j'écoute beaucoup ça, c'est que moi, j'aspire à revenir justement, à quitter le monde de l'informatique, vous voyez, parce que j'aime bien, et puis à pouvoir prendre du temps pour alphabétiser voilà, des gens qui arrivent en France et qui ne savent pas écrire et lire, aider des enfants à l'école, leur donner des cours de maths, peut-être finalement, revenir. Donc, moi, personnellement, je vais chercher à avoir plus de temps pour avoir plus d'impact et trouver presque plus de valeur dans la société que ce que je peux en avoir aujourd'hui, bien que travaillant quand même dans une société qui protège l'environnement. Donc, et voilà. Donc moi, personnellement, c'est ça. Mais et l'entreprise, Suez, se pose ces questions-là, c'est-à-dire notre raison d'être, c'est protéger la ressource. Eh bien, en fait, on est un petit peu vraiment on est vraiment à croiser des chemins parce que même en parlant de notre business model, enfin de notre comment Suez vit en protégeant la ressource, parce qu'en fait la ressource c'est aussi notre gagne-pain, puisque quand il y a de la ressource, il y a des déchets. Donc si on protège la ressource, on fera moins de déchets. Donc notre business model autour de plus il y a de déchets, plus on gagne, il ne va plus marcher. Donc, c'est vraiment des questions vraiment importantes pour nous et auxquelles on n'a pas encore répondu. Hein. Ce n'est pas que je ne veuille pas répondre, c'est que je ne sais pas répondre. C'est comment à la fois on protège de la ressource de l'eau, la ressource des déchets où on les revalorise, hein, voilà, on refait des bouteilles plastiques avec du plastique, alors que nous, notre gagne-pain, c'est on prend des déchets, on les brûle. Donc, alors si on les revalorise, ce n'est pas le même business model. Plus ça va, plus on nous demande on nous demande de trier les déchets. Avant, on les prenait tous, on les mettait dans un four, on les enterrait, et puis basta. Maintenant, il faut traiter les cartons, il faut traiter les plastiques, il faut traiter… Donc, tout ça change notre gagne-pain, en fait, en tant qu'entreprise. Mais c'est vrai pour nous, c'est vrai pour toutes les entreprises de ça. Enfin, on prend l'électricité, toutes les entreprises de services ont cette question, je pense. Et alors, si justement on voit les entreprises qui vont devoir évoluer, qui vont devoir s'adapter, aussi bien aux nouvelles générations, aussi bien aux nouvelles aspirations de la société, comment est-ce que vous pensez que le monde du travail, notamment celui de l'informatique, va muter? En tant que futur salarié, futur expert métier, comment est-ce que vous pensez que le travail de demain sera organisé? Aussi bien en termes de mission qu'en termes de répartition, temps de travail, qu'en termes de responsabilité, qu'en termes de parité. Comment est-ce que vous pensez que le travail de demain sera organisé? Alors, moi, je pense, parce que je le vois même arriver dans des grands groupes comme nous, pourtant,
des vieilles dames, donc plutôt des vieilles boîtes, donc plutôt assez traditionnalistes, hein, avec la bonne pyramide et machin, machin. Mais en fait, c'est vous, c'est les jeunes générations qui nous font changer, puisque quand on embauche, quand on vous embauche, quand on embauche des jeunes de votre âge, vous ne voulez pas être manager pareil, en fait. Vous êtes nés, vos parents vous ont. Enfin, moi, je vois bien, même entre ma fille de 31 ans et ma fille de 18 ans, je ne l'ai pas élevée pareil. Donc, vous arrivez avec, dans une entreprise, vous arrivez avec des exigences aussi de management. Donc, ça nous fait bouger. Et nous, je pense que les entreprises bougent déjà et vont bouger vers quelque chose de plus participatif, quelque chose de plus. Le chef n'a pas toujours raison, quoi. Le chef n'a pas toujours raison. Donc, on travaille plus aujourd'hui déjà, et je pense de plus en plus à du collaboratif, on échange beaucoup, on fait du collégial, on décide collectivement à faire des choses. Alors moi, dans la fonction ici, hein, avec tous les experts de la fonction, hein, il y a les architectes d'entreprise, il y a ceux qui sont, il y a la cybersécurité, et donc nous, nos projets, on les fait comme ça. On met tous les experts autour de la table et finalement, c'est un collège d'expertise qui fait le projet. Et de plus en plus, on rentre le métier dans ce collège-là. Le métier nous rentre avec lui de plus en plus tôt. Donc, dans les projets, on remonte la chaîne de valeur très, très tôt. C'est-à-dire qu'on est dans les stratégies applicatives collées à la stratégie métier. Hein. Donc, les métiers d'urbaniste, par exemple, d'architecte d'entreprise, je pense, ont un bel avenir devant eux. Les métiers de la cyber aussi, ça, c'est indéniable. Mais justement, au lieu de dire « Ah ben mince, il faut qu'on fasse de la cyber », ben, la cyber est un pilier de la réflexion stratégique pour nous maintenant. Voilà. Donc, je pense qu'on va aller de plus en plus vers ça. Et pour venir au thème des femmes, en fait, les femmes sont, je trouve, plus agiles et plus naturellement à l'aise dans ce genre de mode de fonctionnement, puisque, voilà, je trouve. Hein, et donc, je pense que pour les femmes, ça va sûrement aussi permettre de prendre des places et des positions qui pouvaient être en plafond de verre, comme on disait. D'ailleurs, moi, dans mon équipe chef de projet, j'ai plus de femmes que d'hommes. Est-ce que vous constatez… Excusez-moi, je vous ai coupé. Allez-y. Là, je me permets de vous demander, est-ce que vous voyez justement certains métiers types qui commencent à devenir plus féminins ou à avoir une part de parité plus importante pour la femme que pour l'homme? Oui, ben justement. Alors moi, je vois les chefs de projet, je vois aussi tous les rôles de business analyst. Donc, toute l'analyse des processus ou de product owner, qu'on pourrait appeler product owner. Je trouve qu'il y a pas mal, il y a de plus en plus de femmes. Alors, c'est ce qui… Bon, par contre, je suis un peu inquiète parce que j'ai justement… Le fait est qu'il n'y a pas longtemps, il y a le directeur du CIGREF qui a fait une publication, directeur général du CIGREF qui a fait une publication, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais qui disait que les effectifs féminins baissent dans les écoles. Mais bon, je crois comprendre que ce n'est pas votre cas et c'est tant mieux. Mais ça m'inquiète parce que autant j'ai trouvé qu'il y avait une vraie progression de ma génération il y a 15 ans, 10 ans, 15 ans. Là, alors, je suis inquiète de peut-être lire que ça redescend, quoi. Ça serait vraiment dommage. Mais je crois que vous êtes 20%, vous, de femmes dans votre école, m'a dit votre directeur tout à l'heure. Donc, c'est… 20%, oui. Voilà, c'est ça ce que vous m'aviez dit. C'est chouette j'ai noté d'ailleurs une phrase du directeur général du CIGREF qui disait « Le numérique ne sera durable, responsable et de confiance que lorsque les femmes seront pleinement associées à le construire. » Voilà. Et vous voyez, il y a le mot confiance, il y a le mot durable, il y a le mot responsable, parce que ça, je pense que les femmes, c'est des mots qui, ça leur parle, quoi. Voilà.
Donc, je pense que la place de la femme, si tant est qu'on ait les jeunes filles qui fassent des études dans ce domaine, je pense qu'il y a… Et je vois des architectes d'entreprise aussi, femmes. J'en ai, alors, pas beaucoup, il faut que je sois honnête, mais j'en vois. Et je trouve que c'est chouette, quoi. Voilà. Alors, pour être honnête, dans le réseau, dans les couches basses, mes collègues sont plutôt tous des hommes, hein, faut que je sois honnête. Mais non, moi, je trouve ça, j'ai aucune hésitation sur le fait que les femmes ont leur place dans l'informatique. Bien au contraire, bien au contraire. En restant vous-même, mesdames, vous avez un boulevard. Écoutez, je vous propose de commencer à poser vos premières questions. Si parmi vous, certaines jeunes femmes, certains jeunes hommes ont des questions, je vous en prie. J'ai encore quelques questions à poser à Maud, mais si vous souhaitez poser vos questions, c'est le moment. Moi, j'avais quelques questions sur notamment l'importance de se former dans le secteur de l'informatique qui avance beaucoup plus vite que d'autres. Vous, en tant que manager d'une équipe très vaste, à quel point c'est important pour vous que vos effectifs se forment et continuent de se former tout au long de leur carrière? C'est capital parce que autrement on tombe à côté. C'est-à-dire que si, je veux prendre le chef de projet par exemple. Moi à mon époque, voilà, c'était la bonne vieille méthode agile, méthode en V, pardon. Voilà. Moi mes chefs de projet, ils sont formés aussi à la méthode agile. Ça c'est une formation quand on a j'ai des chefs de projet ou des directeurs de programme qui ont 40 ans, 45 ans, ils ne l'ont pas appris à l'école. Donc, d'ailleurs, ils n'ont pas forcément tous fait des études d'informatique, d'ailleurs. Donc, parce qu'on peut rentrer dans l'informatique sans être un informaticien, ça dépend évidemment de ce qu'on veut faire. Donc, la méthode projet, par exemple, la méthode agile, oui, on s'est formé. On s'est formé, j'ai formé mes équipes, formé aussi le métier d'ailleurs, parce que la méthode agile, il y a le métier pas mal dedans aussi. C'est pareil, toutes les nouvelles technologies, enfin les architectes d'entreprise, il faut qu'ils se forment à toutes les nouvelles technologies pour les utiliser, pour les placer dans toutes les plateformes d'API, toutes les plateformes d'échange de flux, les USB. C'est tout des technologies qui arrivent, qui ont 20 ans, ou 15 ans, ou un peu moins maintenant, pour ça, ou un peu moins pour d'autres, mais il faut les connaître pour pouvoir les rendre, pour en faire un usage dans le système d'information. Donc, après, voilà, on parle de low-code, no-code maintenant. Donc, faut se former à ça si on veut l'utiliser. Donc, si on veut accompagner nos équipes pour être toujours pertinents, pour accompagner le métier, il faut qu'on soit formé non-stop finalement. Et donc, en effet, le budget formation d'une DSI est assez important. À l'anglais aussi, vous voyez, par exemple, l'anglais, pour vous, jeunes générations, c'est une évidence. Pour des gens comme moi, ou même à 40 balais, en France, on n'est quand même pas les meilleurs pour former aux langues. Bon, l'informatique, c'est beaucoup d'anglais, mais nous, on externalise beaucoup de choses. Il y a des choses qu'on fait en Inde, par exemple. Faut savoir parler avec nos fournisseurs. Voilà, donc tout ça, c'est de la formation, en effet, et on investit, on est un gros consommateur du plan de formation de Suez. Ouais. Alors, on a une question assez intéressante. Du coup, moi, j'ai un point de vue, mais plutôt historique, parce que je ne l'ai pas vécu, mais Thomas qui nous demande qu'est-ce que c'était la crise des cadres dans les années 70, de votre point de vue? Dans les années 70 Je ne comprends pas la question du coup. La crise parce que, en fait, j'ai évoqué tout à l'heure la crise des cadres qui avait été à une époque très majeure dans le milieu du travail, notamment en France, sur la crise hiérarchique et la place des cadres. Et ça coïncide avec les événements de 1969 qui ont été de mai 1968, pardon,
et qui ont été une inversion dans les rôles sociaux pour casser une forme de paternalisme qui, à l'époque, était prédominante et qui ont commencé à permettre d'autres modes à l'époque, à la fin de la Seconde Guerre mondiale et des Trente Glorieuses, qui ont permis d'introduire de nouvelles notions de management et hiérarchique. Voilà, donc cette fameuse crise des responsables intermédiaires qui étaient les cadres, qui étaient les contremaîtres 20 ans auparavant, qui ont connu des crises dans les responsabilités dans le secteur des entreprises en répercussion de mai 68. Voilà. Oui, alors je pense que ça, maintenant, en effet, le cadre, enfin, alors, même en dehors du SI, mais dans le domaine du SI, moi, je ne fais pas, d'abord, j'ai quand même beaucoup plus de cadres que de… Moi, j'ai 86% de cadres dans mon organisation, donc j'ai quand même beaucoup plus de cadres que d'agents de maîtrise, mais on ne fait plus tellement de… Alors, de manière opérationnelle et managériale, on fait pas de différence. Après, c'est vrai que statutairement, en termes de contrat de travail, de rémunération, il y a une différence entre les cadres et les autres, puisque les cadres sont payés au résultat, quelque part, avec des primes d'atteinte des résultats, alors que les agents de maîtrise sont payés plutôt finalement avec des moyens qu'on leur donne et ils n'ont beaucoup, ils n'ont pas de sujet de prime ou de prime de performance ou de choses comme ça. Mais à part ça, je dirais de manière opérationnelle, pour moi, il n'y a pas, enfin, on ne voit plus de différence majeure. Mais dans le monde de l'informatique et dans les autres aussi, voire même chez Suez, par exemple, dans le business, hein, dans les opérations, des agents de maîtrise sont des encadrants. C'est-à-dire que la notion de cadre n'est plus associée à je manage. Hein, il y a nous, pas dans mon métier, si, mais dans le métier opérationnel de Suez, des agents de maîtrise qui sont des managers. Maintenant, c'est dissocié. Hein. Le cadre, c'est plutôt parce qu'il a fait telle et telle étude que parce qu'il manage. Ça se déconnecte. Hein. Merci. Ensuite, une question assez intéressante, c'est quelles sont les compétences dans le domaine de la direction des systèmes d'information qui sont les plus demandées ou les plus recherchées? En tant que DSI, le rôle de DSI ou dans la DSI dans la DSI en général. Dans la DSI, les compétences recherchées, c'est les architectes d'entreprise. Alors, nous, on est une DSI où on est plutôt, peut-être faut que je précise ça, on est plutôt dans le faire que le faire. Hein. C'est-à-dire que chez moi, il y a très peu de développeurs. Je fais plutôt appel à des ESN où on implémente des progiciels, mais sauf dans le domaine de la data, avec les data analysts, les data scientists, je n'ai pas beaucoup de développeurs, moi, dans mon équipe. Mais donc, du coup, dans une DSI, et comme j'ai le tiers des personnes qui sont proches du métier, en fait, donc nous, les grands rôles dont on a besoin, dans ma DSI, c'est les architectes d'entreprise. C'est des business analysts, donc qui comprennent le métier, qui comprennent le processus pour comprendre le besoin exprimé par nos métiers et le traduire en besoin de systèmes d'information. Après, ce sont des delivery managers, donc qui pilotent des centres de compétences. Puis après, ce sont des personnes il y a des chefs de projet, et puis il y a des personnes qui pilotent au quotidien les applications, donc qui s'occupent qu'elles fonctionnent au quotidien et qui pilotent justement des fournisseurs qui, eux, sont plutôt des développeurs, des gens qui gèrent les infrastructures, ainsi de suite. Donc, c'est pour ça qu'on est 86% de cadres aussi, c'est qu'on est plutôt dans le faire que dans le faire. J'espère que ça répond à votre question. Et en termes de compétences humaines, après avoir fait des études, c'est quelle qualité humaine, oui, quel savoir-être et savoir-faire sont vraiment nécessaires et sont un atout pour certaines personnes, et d'autres sont des choses à développer pour faire de la DSI? Alors, je pense que les compétences humaines, c'est beaucoup de patience,
beaucoup aussi de résilience. Parce que le métier de l'informatique, on t'a vu ma fille, le métier de l'informatique est un métier quand même encore ingrat. Hein, c'est-à-dire que c'est un peu comme l'électricité. Hein, quand ça marche, on est tous contents et puis personne dit merci. Mais quand ça ne marche pas, on sait vous retrouver, quoi. Donc c'est un métier où je pense qu'il faut être assez résilient. Faut accepter d'avoir des merci pas trop souvent et de faire face aux engueulades plus qu'aux remerciements. Ensuite, il faut être un peu, il faut aimer prendre des risques. Il faut aimer apprendre aussi, puisque quand on travaille dans une DSI, eh bien, on apprend à connaître un métier puisqu'on sert un métier. Donc, il faut aimer apprendre. Moi, j'ai appris, j'ai travaillé chez EDF, j'ai travaillé au PMU. Quand j'ai déboulé dans le monde de l'informatique, j'ai travaillé au PMU. Ben, voilà, j'ai appris ce que c'est que le PMU pour comprendre. Donc, il faut avoir envie d'apprendre le business qu'on va servir, en fait. Voilà. Et ça, c'est extrêmement important, en fait, parce que quand moi, je fais appel à des ESN et que j'ai des têtes bien faites, mais je vendrais des petits pois, ils me feraient les mêmes applis que pour mes chauffeurs avec des gros doigts, avec des gros gants qui n'arrivent pas à appuyer sur les touches, ça m'énerve. Voilà. Donc, vraiment, l'important, c'est d'aimer apprendre et de comprendre, voilà, de se remettre toujours en cause, finalement. Je crois qu'on se remet toujours un peu en cause. Et puis d'aimer servir parce qu'on est quand même au service d'un business. Moi, c'est ce que je dis souvent à mes collaborateurs. Nous, on sert un business et le business sert des clients. Hein, les entreprises, les collectivités, Suez, voilà, ses clients, c'est les entreprises et les collectivités. Nous, on sert pour que le business fasse son job. Donc, si le business ne fait plus son job, ben, nous, on n'est plus là. Hein. Voilà. Donc, on est une fonction support quand même. Hein. Et ça, je pense que c'est aussi important d'avoir cet esprit de service dans une DSI. Et est-ce qu'il y a des compétences techniques qui sont spécifiques au domaine DSI, qui sont importantes de maîtriser? Ça, c'est une question de Sharaf. Oui, bien sûr. On a des compétences techniques d'implémentation des systèmes, tous les sujets d'intégration applicative qui sont très techniques, tous les sujets de connexion au monde extérieur, tous les sujets d'implémentation des serveurs, on est très Azure, dans le monde Azure, enfin, toutes ces compétences techniques-là, bien sûr, il en faut. Et c'est les expertises dont je parlais tout à l'heure. Elles doivent… mais c'est un tout, c'est-à-dire que ce qu'il faut aussi essayer, enfin moi en tous les cas, ce qui me semble important, et bon, avec mes cheveux blancs, j'ai quand même quelques expériences de projet, ceux qui plantent en fait, alors à l'inverse, ceux qui réussissent comme vous voulez, mais on va dire ceux qui réussissent pour être positifs un vendredi soir, c'est parce qu'on a réussi à réunir toutes les compétences, que toutes les compétences sont à leur place et qu'on respecte toutes ces compétences. Voilà, c'est une course de relais, un projet. Et donc, et qu'on est solidaire pour tenir un projet. Pas plus tard qu'avant-hier matin, j'ai engueulé toute une équipe parce qu'ils m'ont planté un projet de 500 000 euros. Et ils l'ont planté parce qu'ils n'ont pas fait ça. Voilà. L'architecte d'entreprise n'a pas été écouté. Il y a un petit gars qui a voulu faire du zèle avec Salesforce et voilà. Et ben voilà, on a planté le projet et le métier n'est pas content. Et moi, je me suis fait engueuler et c'est normal. Oui, ça m'arrive. Voilà. Concrètement, c'était il y a 2 jours. Et donc, on a regardé ce qui s'est passé. Et ben, ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y a pas eu l'écoute de tous les experts. Et donc, un architecte est un expert, un développeur est un expert, un mec des infrastructures est un expert, un gars de réseau est un expert, un gars de la cyber est un expert. Et tous ces experts, ils doivent s'écouter. En fait, en quelque sorte, la DSI, c'est quand même un chef d'orchestre pour faire parler les experts. Donc, c'est des métiers un peu plus spécifiques. Il y a des notions de management, mais aussi de savoir-être, d'écoute, d'empathie, de rigueur. Qui sont, et de décision. Il y a un moment, il faut trancher, il faut y aller. Voilà, c'est pas non plus…
pas l'auberge espagnole. Il y a un moment, voilà, enfin, on discute, on décide, on applique. Enfin, voilà. Mais chaque projet est chaque projet en développement, mais chaque application ou chaque crise, on a vécu il y a 2 semaines chez Suez, on a vécu une grosse crise. On avait perdu notre Active Directory, donc voilà, on n'avait plus du tout d'accès à notre Active Directory. Je peux vous dire que là, c'est crise, tous les experts sont autour de la table et il n'est pas question qu'il y en ait un qui veut faire plus de zèle que l'autre. En fait, à chaque fois, on se met et on manage une crise. Donc, à chaque fois, la DSI, elle se met en mode fédérateur. Dans la DSI, on a des compétences, on va en chercher à l'extérieur si on en a besoin et on manage cette équipe qui se retrouve à un moment pour peu de temps ou très longtemps, ça dépend de la taille. Une crise, il faut qu'elle soit peu de temps. Un projet, ça peut durer 2 ans, 3 ans. On manage toute cette équipe pour qu'elle livre son objectif, c'est le projet, et que surtout, il n'y ait pas de trou dans la raquette, il n'y ait pas d'overlap de responsabilité, et que tout le monde est à sa bonne place. C'est un des grands métiers de la DSI, ça, je pense. Et du coup, on a alors une question de Dixie qui dit qui demande en tant que DSI, pourquoi est-ce qu'il est difficile de prendre en stage un étudiant de première année qui n'a pas eu de première expérience en France? Alors, pour moi, ce n'est pas difficile, mais comme je disais tout à l'heure, parce que on en prend des premières années, d'ailleurs, on va en prendre encore quelques-uns en alternance, donc on les prend aussi en alternance, donc ils sont même dans les écoles. Ce n'est pas difficile. Alors en fait, pour un DSI de ma taille, avec 400 et quelques personnes, ce n'est pas difficile. Je pense que, alors après, quand on doit prendre un jeune comme ça qui débute, en fait, la difficulté, c'est la taille de l'équipe dans laquelle on va le mettre, parce que plus l'équipe est petite, moins il y a de temps pour les accueillants d'accueillir correctement cette personne, et moins il y a de jobs ou d'activités qu'on peut confier en sachant que si ça, excusez-moi l'expression, si ça merde un peu, c'est pas trop grave. Donc nous, c'est vrai que c'est ça en fait la difficulté pour prendre des personnes débutantes, c'est d'avoir le temps, parce que pour une entreprise, quand on prend quelqu'un comme ça, c'est pris au sérieux, c'est pas pour faire le café puis les photocopies, quoi. Donc il faut qu'il y ait un apport de l'entreprise à cette personne, à vous qui êtes étudiant. Et donc, il faut avoir le temps. Et plus l'équipe est grande, plus c'est facile de trouver ce temps et de trouver des activités qui peuvent permettre à l'étudiant de se construire et d'en ressortir avec quelque chose de concret pour lui-même. Voilà. Je pense que c'est plutôt ça qu'il faut que vous vous disiez. C'est pas la DSI, elle ne veut pas de nouveau, c'est qu'il faut, encore une fois, avoir l'espace et le nombre de personnes qui puissent absorber cette compétence. Par exemple, là, on va prendre, nous, une jeune femme en alternance qui fait l'étude de management de projet, on va la prendre. J'en discutais tout à l'heure avec un de mes collaborateurs. Mais j'ai une équipe de 20 chefs de projet, elle va nous aider à orchestrer un peu des reportings de projets. Voilà, donc j'ai de quoi lui apporter, moi, une valeur, et elle va m'en apporter une, mais elle est là 3 semaines, tous les nanas. Voilà, il faut que ça colle aussi avec l'activité que nous avons. J'ai 4 ou 5 architectes d'entreprise. Vous voyez, rentrer un débutant ou un étudiant dans une équipe de 4-5 architectes d'entreprise, je trouve ça plus difficile. Vous voyez, je ne sais pas si j'espère que je suis claire. Ici, c'est la capacité de l'entreprise à accueillir des jeunes, surtout les premières et deuxième années, en fonction de la capacité d'accueil, du temps disponible à côté du travail pour pouvoir former, accompagner, confier des tâches et les vérifier. Ce n'est pas toujours facile pour une entreprise. Pour une entreprise qui fait ça sérieusement, parce que malheureusement, il y a des entreprises qui font ça
un peu au pied levé, de manière un peu impromptue, quoi. Non, c'est ça. Et puis qu'il y ait une activité qui s'y prête, quoi. On a une autre question de Dixie qui, alors là encore, ça peut être un peu personnel, mais je vous laisserai la prendre comme vous le souhaitez. Comment avez-vous pu gérer votre vie de couple et votre vie d'informaticienne? Et même, je rajouterai même votre vie de CIO, arrivé vous disiez il y a 7 ans. Comment on peut gérer une vie de famille, une vie de couple, une vie de cadre de haut niveau? Ben ça, c'est un peu chacun je dirais, sa recette, hein. Ça n'a pas toujours été facile, puisque en plus, je suis entre guillemets, une vieille maman, hein, puisque ma dernière fille vit à 40 ans. Donc, j'ai des souvenirs en donnant le biberon à ma dernière, voyant la première qui avait 15 ans et sa crise d'ado, me dire, et dans 15 ans, je recommence. Bon, voilà, la vie professionnelle, ma vie professionnelle, elle s'est adaptée. J'ai fait des choix. Il y a des moments, j'ai fait des choix et je reconnais, mes enfants le savent et on en parle d'ailleurs beaucoup plus maintenant qu'à l'époque, mais à un moment, j'ai conscience, hein, quand je vous disais que ma petite fille m'a dit un jour, je t'appellerai madame. Pourquoi elle m'a dit ça? Parce que je ne rentrais pas, ou je rentrais très tard la nuit, ou je bossais tous les week-ends. Donc, j'ai sacrifié, à un moment, je sais que j'ai sacrifié une part de temps avec mes enfants. Alors, j'ai un mari qui aussi a un poste assez important. Donc, on comprend l'un et l'autre les problèmes. Ce qu'on a toujours fait entre nous dans notre vie de couple, c'est qu'on a assuré qu'un parent était toujours là. Mais pour être tout à fait transparente, mes enfants nous ont rarement vus tous les deux le soir à table. Voilà. Donc ça, alors après, en effet, c'est un choix personnel. Du coup, on a privilégié, sûrement peut-être aussi pour se réconforter et se dire qu'on n'était pas des mauvais parents, on a toujours privilégié la qualité à la quantité. Bon, c'est assez facile à dire hein, maintenant, mais bon, je n'ai pas l'impression que nos enfants, peut-être qu'il faudrait les interviewer s'ils en ont pâti. Mais non, mais c'est en fait, ce qu'il faut que vous vous disiez, c'est qu'il n'y a pas de recette dans un bouquin. En fait, c'est vous dans votre couple, vous avec vos enfants. Alors, quand on est à Paris, on a la chance de pouvoir, peut-être plus qu'ailleurs, avoir deux carrières professionnelles qui ne se percutent pas ou qui n'impliquent pas l'autre. Hein, parce qu'à Paris, voilà, il y a plein de boîtes, il y a plein de machins. On peut changer de job sans changer de ville. C'est moins vrai peut-être en province. Mais c'est vous qui définissez votre limite finalement. Mais par contre, il faut la définir parce que moi parfois j'ai frôlé l'indécent, hein, vraiment. Et c'est mes enfants d'ailleurs qui m'ont ramené quelquefois à la réalité. Et je les ai écoutés et j'ai fait attention. Mais c'est vraiment un savant équilibre. Alors à l'aune maintenant de mes 58 balais, oui, je vois ce que j'ai mal fait dans ce domaine. Et aujourd'hui, je suis plus sage. Mais le conseil que je peux vous donner, c'est faites-vous votre opinion et surtout ne pensez pas que ça sera quelque chose d'immuable. C'est-à-dire que quand on se marie ou quand on va avoir des enfants, moi quand j'en parle avec mes enfants, voilà, quand on aura des enfants, on fera comme ci, on fera comme ça, voilà, super. On se reverra quand vous les aurez parce qu'en fait, on se met des valeurs, on se met des objectifs. Et puis bon, la vie fait que, le caractère des enfants font que, on fait autrement, quoi. Donc l'important, enfin en tous les cas, moi ce que j'ai toujours essayé de faire, c'est de pouvoir regarder ma famille et mon patron dans les yeux, pas en même temps, hein, différemment, et en disant ce que j'ai fait, j'assume ce que j'ai fait, j'assume mes choix, je regrette peut-être des choses, mais je les assume et je préfère avoir des regrets que des remords. Voilà. Merci beaucoup, Maud, de votre confiance. Merci beaucoup de votre intégrité aussi pour cette interview. Je ne vois pas d'autres questions. Il est 17 h.
vendredi 17h. Je pense que le mot de la fin revient à notre directeur. Vraiment, merci. Alors, Maud, comment vous dire? Je me suis pas mal reconnu, en fait, dans ce que vous avez expliqué. Et puis là, je fais une petite parenthèse un peu rigolote, c'est que je vous ai entendu parler de vos enfants. Ma fille aînée a 32 ans, mon plus jeune a 18 ans et est en train de passer son bac. Bon. J'ai une troisième au milieu qui navigue comme elle peut. Voilà. C'est assez marrant de retrouver vraiment... voilà. Moi, je suis plutôt. Ce qui est rassurant quand même, c'est on parle des garçons, les filles, etc. Et de voir que vous avez pu quand même avoir ce parcours tout en élevant 3 enfants. Après, je suis comme vous, hein, c'est la quantité, c'est une chose, la qualité en est une autre. Et puis après, de toute façon, ça ne sert à rien de regretter. On est arrivé là, on est arrivé là, hein. Donc vraiment, voilà, je vous tiens mon chapeau. J'ai bien noté que vous aviez envie plus tard de donner du temps pour pouvoir aider des jeunes dans des écoles. Ça tombe bien, j'ai une école, donc on en parlera le moment venu. Mais, en tout cas, j'ai vraiment adoré. Votre retour était génial. Et je trouve aussi, ce qui est vraiment important, on parlait de DSI. Donc le fait que, en effet, que chacun respecte en fait le point de vue de l'autre de façon à ce que le projet puisse avancer en bonne intelligence. Et surtout, ce qui est important, c'est d'inclure les profils métiers. Et donc, on a quitté en fait. Bon là, on est avec des jeunes qui n'ont peut-être pas eu ce vécu, mais moi, je me rappelle une époque où on parlait de la DSI qui était dans sa tour d'ivoire, qui se parlait qu'à elle-même, et à tel point qu'il y a eu une vague à un moment donné comment ça s'appelle des DSO, si je dis pas de bêtises, ou enfin, je sais plus, je ne me rappelle plus le terme. Enfin, il y a eu à un moment donné une sorte de tentative de prise de pouvoir des profils métiers sur l'IT. Et donc, tout ça a fini par se concilier. Et c'est un petit peu l'idée aussi à l'école Estiam. Estiam, le M de Estiam, c'est pour métier. Voilà. Donc, c'est de former des jeunes qui sachent aussi parler avec des profils métiers. Et là-dessus, je pense que les filles, elles ont un avantage, notamment dès qu'il s'agit de pouvoir causer avec des non-informaticiens pour essayer de les faire accoucher et puis de comprendre en fait quels sont leurs vrais besoins. Et donc, c'est ce qu'on essaye de pousser dans l'école. Et voilà. Donc, je pense que votre retour, il est. Pour moi, je buvais du petit lait tout en vous écoutant. C'était vraiment. Tout en éclatant de rire aussi, parce que c'était vraiment du vécu que je retrouvais. Donc, vraiment, je vous remercie pour ce retour, pour votre témoignage. Et je parle là à tous les étudiants et les étudiantes, bien entendu. Il ne faut jamais perdre de vue que la technique, elle est quand même au service des métiers derrière et derrière des clients des métiers. C'est ce que disait Maude. Et donc, la technique, c'est bien, mais ce n'est qu'un moyen de parvenir à un objectif qui est de satisfaire les usagers, les utilisateurs, les clients. Et donc, il faut toujours se mettre à leur écoute avant de s'emballer sur la technique. Et on parlait de no-code et de low-code. Ça fait partie des choses qui vont être au programme l'année prochaine à l'école. Mais leur utilité, ça surtout, on va mettre du no-code, par exemple, dès la première année d'études. Et l'objectif, c'est d'empêcher certains étudiants de se précipiter sur développer avant de réfléchir et de concevoir. Voilà, donc, ça sera, je pense, une des conclusions. Donc, on va continuer, nous, à faire évoluer l'école dans le sens de rapprocher, je dirais, l'IT pur des métiers et apprendre aux uns à communiquer avec les autres. Donc, créer des profils qui interviennent en MOE comme en AMO. Et donc, voilà, être capable vraiment de parler avec les uns et les autres. Et moi, je me réjouis aussi, par exemple, de l'arrivée de Eric. Nous, on a un nouveau directeur pédagogique qui a intégré cette semaine nos équipes, qui est Eric Husson. Eric qui est passé chez les Big Four et qui a fait pas mal de missions plutôt dans le secteur bancaire et qui est un profil qui est un peu à cheval entre le monde technologique et surtout l'approche métier.
Et donc, je pense que ça va aider l'école à garder le cap, cet équilibre en fait entre les deux facettes. Mm. Donc, vraiment, merci encore. Et ben, je pense qu'on va. Enfin, attendez-vous à ce que je vous contacte pour qu'on puisse parler de la suite, parce que, enfin voilà, et j'ai vraiment retrouvé un vécu. Bon, quand on a un projet, enfin, quand on est DSI, quelque part, on est patronne d'une sorte d'entreprise dans l'entreprise, quoi. Donc, c'est une sorte de sacerdoce quelque part, et on lâche rien jusqu'à ce qu'on y arrive. Enfin, c'est pareil quand on monte sa boîte et que c'est une école. Et donc, et tout ça, c'est pour vraiment arriver à donner à vous tous, étudiants, la meilleure piste de décollage qui soit. Voilà, c'est donc on va faire en sorte de vous donner toutes les armes pour avoir une carrière sans plafond. Voilà, jamais. Voilà. Et comme disait ma grand-mère, il vaut mieux avoir, il vaut mieux avoir le caractère mieux fait que la figure. Voilà. Bien d'accord. Bien d'accord. Et juste pour conclure aussi, je pense qu'on arrive à un moment quand même où le côté fille ou garçon, bah, c'est en train de vraiment de s'équilibrer, je trouve. En tout cas, même si on n'est pas encore arrivé à égalité, il y a une volonté généralisée d'y parvenir. Et je pense que là, en informatique, je pense qu'on va y arriver peut-être avant les autres parce qu'il y a quand même une rareté des profils et donc on fait très attention. Vous disiez vous-même que vous aviez plus de 80% de cadres dans votre équipe. Et donc, et c'est un reflet fidèle du marché de l'IT, en fait, au moins en France, en tout cas. Et donc, je pense qu'on peut tous avoir beaucoup d'espoir à ce niveau-là. Et ce qui est, je pense, une bonne façon de terminer notre conversation. Et il me reste à vous souhaiter à tous un excellent week-end, bien mérité, avec le plus de soleil possible. Et Maud, encore une fois, merci vraiment du fond du cœur pour cette présentation et puis pour votre honnêteté et puis pour l'aspect pédagogue. Quoi. Je pense que tout le monde a très bien pu appréhender ce que vous avez voulu leur faire passer. Donc, cette mission de transmission est pleinement atteinte. Merci beaucoup, c'était un plaisir pour moi, puis c'était une belle récréation. Voilà. Merci à vous tous qui avez écouté. Je vous souhaite un très bon week-end et puis à de nouvelles aventures dès la semaine prochaine. Bon week-end à tous. Au revoir Maud, merci beaucoup. Au revoir à tous. Au revoir, merci. Bon week-end. Bon week-end.